Bonjour et bienvenue dans mon garage. Donc, vidéo présentation de la combinée acte 3. Donc initialement, j'avais prévu de faire une seule vidéo pour vous présenter une combinée, mais j'avais pas prévu qu'il y aurait tant à dire, même en restant succinct. Donc, dans les deux premières vidéos, j'ai présenté toutes les fonctions de la combinée. Dans la première partie, j'ai parlé de la dégauchisseuse, de la raboteuse, de la mortaiseuse. Et dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé de la scie et de la toupie. Si vous ne les avez pas vues, c'est par ici que ça se passe. Dans cette troisième partie, je vais vous présenter un petit peu différents outils qu'on peut monter sur la toupie, histoire de faire un petit tour un peu plus exhaustif. Et puis ensuite, on fera un bilan sur ces combinés. Quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients. Et on fera un petit comparatif avec les machines électroportatives qui permettent un travail similaire. Voilà, l'outil donc le plus polyvalent, c'est celui-là, le porte-outil. Donc c'est un outil qui se monte comme ça, hop, tout simplement. J'y arrive, tac. Et cet outil-là, il permet de monter toute une multitude de fers. Voilà, donc dans le cas présent, c'est un outil qui permet de faire des rainures sur le champ d'une planche, par exemple, pour les abouter et puis faire un plateau, par exemple. Donc le gros intérêt, c'est qu'il faut imaginer que, par exemple, sur une planche d'1 centimètre d'épais, si on met l'équivalent de ces dents-là, on multiplie la surface de collage, finalement, par peut-être 1,5, je ne sais pas, ça dépend de l'angle des dents, je pense. Donc, le gros intérêt de ce porte-outil-là, c'est qu'avec un seul outil, parce que ces outils-là sont quand même assez onéreux, on a la possibilité de faire plein de choses. Donc là, par exemple, là j'ai des fers. Alors, ils ne sont pas jeunes, hein, le prix est encore en francs. Voilà, donc ces fers-là, ils permettent, par exemple, de faire une moulure, et puis une autre. Un demi-rond, là, par exemple, et puis ici, je ne sais pas comment on appelle ça, peu importe. Et donc ça permet, en retournant l'outil, d'utiliser soit une forme de moulure, on va dire, soit l'autre. Voilà, donc ça c'est pas mal. C'est assez économique et ça marche très bien. Donc voilà, on a différents profils à chaque fois. Donc là, on a un profil avec une arête ici, et puis l'autre, on a, je crois que ça s'appelle une doucine. J'en suis pas certain, alors mettez-moi en commentaire hein, si je dis des bêtises. Voilà, donc un autre qui permet, celui-là je crois qu'il permet de faire des cadres avec des moulures. Je suis pas certain. Il faudrait que je les essaye de toute façon. Hop, voilà, donc on en a deux différents. Ça revient, voilà, donc là j'ai mes martyrs que je mets en bout guide d'onglet. Donc là, le guide d'onglet, avec le martyr qui m'a servi à faire tout à l'heure le tenon. Donc accessoirement, c'est pratique ça, parce que quand on a déjà mis en place l'outil et qu'on ne touche plus, et puis qu'on a mis le martyr et qu'on ne touche plus non plus, quand on a toute une série de tenons à faire par exemple, eh ben on va présenter notre bois à tenonner, finalement, devant l'outil, enfin devant la pièce martyr, en disant bah tiens, là je veux un tenon de 3 cm, donc je vais amener ma pièce en mesurant 3 cm entre ici et là, et j'aurai un tenon d'exactement 3 cm, puisque on se fiche de la longueur de la pièce à tenonner, on se fiche de la position de l'outil, on a une référence ici. Et donc ça nous permet de faire très très facilement et très justement surtout les réglages. Voilà, donc j'ai différents martyrs qui ont servi avec différents outils. Voilà, donc une autre forme de un autre tenon qui était fait par le même outil, mais on voit par exemple qu'il est ni à la même hauteur, je vais essayer de le mettre comme il faut, ni à la même hauteur, ni la même épaisseur. Donc c'est l'intérêt aussi des outils paramétrables, entre guillemets. On a des outils un peu plus rustiques, ceux-là, qui ont, là dans l'occurrence, un fer qui permet un congé de 10-15 degrés, je dirais. Alors, ce porte-outil-là, il fait flipper carrément. Hein. Je ne pense pas l'utiliser. C'est dommage, parce que je l'en double.
avec cette fois-ci, je ne sais même pas comment... Ah, voilà. Hop, j'essaie d'être net. Hop. Voilà, donc celui-là est un peu plus délicat à régler parce que le fer, il se monte et puis c'est boulonné. Et il faut s'arranger pour que le bout du fer là soit exactement la même distance que celui-là. Donc il y a sûrement des techniques. Je ne les connais pas, je ne vais pas m'y plonger tout de suite. Alors vous voyez, j'ai un carton avec tout un tas de fraises. Voilà, on a sur le même principe que l'outil de tout à l'heure pour faire les tenons, un outil à René, je pense, qui a la même utilité puis la même fonction d'écartement. C'est pas facile de filmer avec une seule main, désolé. Ça, alors pour vous donner une idée de la taille, je vous le mets dans la main, j'ai des grandes mains. Hein. Voilà, ça tient dans ma paume. C'est un outil qui sert à faire des chanfreins. Voilà. Donc, il marche sur le même principe que les rabots d'ego modernes, c'est-à-dire qu'on a des plaquettes qui sont réversibles et qui sont jetables. Voilà, on en a une, deux, trois pour faire toute la hauteur de l'outil. Et il y en a tout autour. Donc, ce qui est pratique sur ces trucs-là, c'est qu'on sait toujours, voilà, on a un outil qui fait 75 de diamètre, je pense, qui fait 20 par 45 degrés. C'est-à-dire qu'on a 20 en hauteur, à mon avis. Ouais, je ne sais même pas. Et de toute façon, un angle de 45 degrés. Donc, c'est l'outil à chanfreiner par excellence. Alors là, l'outil de luxe. Hein. Alors, sur une défonceuse, on peut monter une fraise de ce type-là. Alors, ça, c'est une fraise qui permet, en suivant un gabarit avec un roulement à billes qui se trouve là, le roulement à billes ayant exactement le diamètre de l'outil, on peut donc suivre un gabarit et promener notre fraise exactement sur le bord du gabarit pour pouvoir découper une pièce qui se trouve juste au-dessus du gabarit. Donc le gabarit étant ici, la pièce est découpée ici. On peut découper à la forme du gabarit, ici avec une fraise droite. L'intérêt de le faire avec une toupie, c'est qu'on peut le faire en plus grand. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un bouffe-tout. Alors un bouffe-tout, c'est exactement le même principe. On va le monter sur l'arbre. On va mettre un roulement à billes qui fait exactement le diamètre du bouffe-tout. Voilà. On va régler l'arbre de manière à ce qu'il arrive avec le roulement devant la pièce qu'on va vouloir usiner. Tac. Si on a notre gabarit qui se trouve à la place de la pièce de bois que je viens de monter là, ben, tout ce qui se trouve au-dessus va être exactement à la dimension du gabarit. Et là, on a 80 cm, 80 mm, pardon, donc 8 cm d'utilisation avec cet outil-là. Ça s'appelle un bouffe-tout, ça porte bien son nom, je pense. Ça vous permet de voir un petit peu toutes les possibilités qu'on a, enfin, pas toutes les possibilités, mais l'étendue des possibilités qu'on peut avoir avec un seul outil qui est la toupie. C'est assez fabuleux, moi, je trouve. Voilà, bon, vous pouvez constater qu'une fois que j'ai fini de vous présenter un petit peu la toupie, j'en ai mis un peu partout. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on peut faire avec une combinée, et donc maintenant je vais vous présenter mon bilan. Alors c'est pas le bilan, machin, c'est mon avis personnel sur l'usage d'une machine à bois combinée pour un usage amateur. Pour un usage professionnel, les façons d'amortir les machines et les façons de s'en servir ne sont pas du tout les mêmes. La réflexion n'est pas du tout la même. Donc c'est pas le sujet. On va bien parler d'un usage amateur. Donc une combinée à bois, ça combine plusieurs outils, comme son nom l'indique. On a une scie sous table, une défonceuse sous table, une rabot d'ego. La mortaiseuse, j'en parle pas, on va considérer que c'est une option, parce que moi je vois comme ça, et on peut s'en passer en plus. Donc d'ailleurs, toutes les combinées ne comportent pas de mortaiseuse. Si on fait le bilan, argent. Combien ça coûte? Une scie sous table, première recherche sur Google, première page, on regarde les prix, on en a entre 100 et 800 euros. 100 euros, on va éviter, c'est très peu qualitatif, et
peut-être même dangereux, mais ça n'engage que moi. Pour un prix moyen, à mon avis, perso, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Moi, je partirais minima à 400 € pour avoir quelque chose de qualitatif pour une scie sous table. Pour les défonceuses, alors les défonceuses, on se rend compte que les défonceuses sous table, les tables, la plupart du temps, sont faites par les gens. Il y en a qui existent, mais qui sont relativement chers, où il y a des kits, en tout cas, pour les préparer. Il y a un article, d'ailleurs, dans le Bouvet du mois dernier, si ça vous intéresse. Et donc, tout ça, c'est un petit peu plus compliqué à prendre en compte. Du coup, on va juste prendre le prix de la défonceuse. On trouve des défonceuses à un prix moyen 200, 250, 300 €. Pour des machines assez puissantes pour une défonceuse sous table, partons sur 300 €. Pour la Rabodego, c'est un petit peu différent. Soit c'est très cher parce qu'on a une machine à bois indépendante, Rabodego, et donc là, la comparaison est pas faisable parce qu'on n'est plus sur de l'électroportatif. Mais on a aussi des petites Rabodego de chantier. La plupart sont les mêmes machines déclinées sous différentes marques, mais pas toutes. Et globalement, on peut trouver une Rabodego à 300 € à peu près. Voilà. Donc si on fait une petite addition rapide, 400 pour la scie, 300 pour la défonceuse, 300 pour la Rabodego. Il faut rajouter un petit peu plus pour la défonceuse parce qu'il faut faire la table. Mais bon, globalement, on a une enveloppe de 1000 € plancher, je pense. Voilà, et ben une enveloppe de 1000 €, si on veut chercher une combinée d'occasion, on en trouve. Donc si on s'en arrête au prix, finalement c'est kiff-kiff. C'est la première chose qu'on pourrait penser. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est pas le prix, mais le rapport qualité-prix. Et avec la combinée, on gagne énormément en capacité, bien sûr. Ce sont des machines beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus solides. Et elles ont des capacités beaucoup plus importantes. Si je prends l'exemple de la Rabodego, on a des tables, vous voyez, il me faut mes deux bras pour aller d'un bout à l'autre. Je ne sais plus combien il y a exactement, mais il doit y avoir 1,50 m, mettons. Avec une Rabodego classique de chantier, on en est à la moitié, je pense. Largeur de la table, 310 mm. Hauteur de rabotage possible, 250 mm. On est loin de ces caractéristiques-là si on prend une Rabodego de chantier classique. Pareil pour la scie sous table. On a des grandes tables, on peut scier des grandes longueurs. Et la défonceuse, la toupie, pardon, elle a un arbre de 30 mm, ce qui est le double des défonceuses les plus puissantes. Voilà, donc c'est pas comparable. Enfin, moi je partirais du coup sur une combinée d'occasion pour un usage amateur. En plus de ça, quand on achète une combinée d'occasion, souvent on a des fers de toupie, des lames de scie, des fers de Rabodego peut-être si on a de la chance. Et tout ça, c'est des pièces consommables qui coûtent. Et c'est toujours intéressant de ne pas avoir à les acheter en plus. Donc bon, c'est un autre avantage. Encore un pour la combinée, j'allais dire. Alors, j'ai pas de parti pris, hein, je fais juste un état factuel, et c'est encore une fois, c'est que mon avis, et vous ferez votre propre avis. L'intérêt aussi d'une combinée d'occasion, c'est qu'à la revente, si on l'entretient bien, on n'a pas de décote. Bon, également, une combinée à bois ancienne, comme ça, avec des tables en fonte, c'est costaud, c'est robuste, ça ne change pas dans le temps, enfin je veux dire c'est stable quoi. Donc si vous avez un modèle à choisir, que ce soit moderne ou pas, de toute façon privilégiez les tables en fonte, c'est vraiment bien. Cette machine-là, elle a travaillé pendant 10 ans avec mon père, ensuite il s'en est pas servi pendant 10 autres années, elle a traîné dans un garage, et quand j'ai remis en état, j'ai vérifié les cotes, enfin les réglages, tout était parfait. Au bout de 10 ans d'utilisation, et 10 autres d'hivernage, on va dire. Donc globalement, je considère que la fonte, c'est pas mal. Je doute qu'une qu'une scie sous table, par exemple, ou qu'un Rabodego de chantier, déjà dure 10 ans, d'une part, et d'autre part, garde ses réglages pendant tout ce temps-là. C'est encore un paramètre à prendre en compte. Autre chose, une combinée comme celle-ci, si vous la revendez, il n'y aura pas de décote. Voilà, donc si on ne considère que le coût, moi je préconiserais pour un usage amateur l'investissement dans une combinée d'occasion. Mais le coût, c'est pas le seul critère à prendre en compte, et d'ailleurs, à mon avis, c'est pas le premier. Parce qu'une combinée, ça n'a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients, et le premier paramètre dont, à mon avis, il faut prendre compte, c'est la place que ça prend.
L'inconvénient majeur de la combinée, c'est qu'elle est fixe. Donc on oublie les chantiers. Si vous voulez faire des chantiers, il faut de l'électroportatif. C'est gros, c'est imposant, ça prend de la place. Mais en plus, une combinée, il y a des fonctions un peu partout. La rabot d'ego, les commandes sont derrière, ici. La toupie, les commandes sont devant, si on considère que l'avant c'est là, donc ici. Et puis pour la scie, c'est là, c'est-à-dire qu'elle se trouve au poste de travail. Donc il y en a tout autour, ça sous-entend, évidemment, qu'il faut de la place non seulement pour la machine, mais aussi autour de la machine, aussi bien derrière, devant, que sur les côtés, et encore plus pour dégager la place pour les pièces, puisqu'on peut travailler des grandes pièces. Donc, si vous pouvez privilégier des machines qui soient mobiles, comme celle-ci, il y a un intérêt certain. D'abord, quand vous n'en servez pas, vous pouvez la ranger dans un coin, donc ça c'est le premier intérêt. Mais il y en a un autre, c'est que si vous, par exemple, vous travaillez que aujourd'hui sur la scie, vous allez pouvoir ranger la machine contre un mur et vous ne serez pas embêté, sauf jusqu'au moment où vous avez besoin de raboter. Mais bon, en général, d'abord on rabote et ensuite on scie, donc il est possible de se débrouiller si on n'a pas beaucoup d'espace. N'empêche, c'est pas un avantage pour la combinée à bois. Pour moi, le critère qui passe avant le prix, c'est la place, parce qu'il est éliminatoire. De la place, on en a ou on n'en a pas. Si on n'en a pas, c'est mort. Troisième critère de choix, votre façon de travailler, en fait. L'avantage indéniable de l'électroportatif sur la combinée, c'est que l'électroportatif, ce sont des machines indépendantes. Et donc, quand on passe d'un poste à l'autre, on garde les réglages d'un poste à l'autre. Je m'explique, sur une combinée, vous voulez travailler sur la toupie, vous allez scier des pièces d'abord, vous travaillez ensuite sur la toupie, vous réglez votre toupie, vous travaillez vos pièces, et puis vous vous rendez compte qu'il vous en manque une, donc vous allez en resscier une autre, mais pour ça, vous allez devoir rentrer la toupie pour utiliser la scie. Et là, vous perdez tous les réglages de la toupie, il va falloir repointer la toupie, etc. On n'a pas ce problème-là avec de l'électroportatif. Sur une électroportative, vous travaillez sur votre scie à format, sur votre scie sous table, vous faites des pièces, des plaintes, mettons, vous travaillez sur votre défonceuse pour faire des jolis quarts de rond sur vos plaintes, puis vous vous rendez compte qu'il vous en manque deux parce que vous n'en avez pas fait assez, donc vous allez revenir sur la scie, et ensuite sur la défonceuse, vous regardez vos réglages. Avec la combinée, ça ne marche pas comme ça. Donc, avantage évident de l'électroportatif sur la combinée pour la flexibilité. Ceci dit, paradoxalement, moi j'ai vu ça d'expérience avec cette machine, j'ai vu ça comme un avantage plutôt qu'un inconvénient. Alors bien sûr, c'est une contrainte, mais ça m'a amené à me poser et à réfléchir sur comment j'allais mener mon chantier. Et finalement, je me suis rendu compte que de ne pas partir bille en tête, comme j'ai tendance à le faire d'habitude, et à réfléchir avant d'agir, finalement, ça m'a permis de m'organiser différemment, de m'organiser, voire, et de moins faire d'erreurs, et finalement de gagner du temps. Et paradoxalement, j'ai utilisé cette méthode aussi dans mon travail, qui n'a rien à voir avec la menuiserie, et j'y ai trouvé mon compte. Donc, l'inconvénient de la combinée sur l'électroportatif, j'y ai trouvé un avantage. Mais ça, c'est personnel. Effectivement, c'est quand même une contrainte. Sur une combinée, on a tendance à devoir s'organiser pour pouvoir travailler efficacement. Alors qu'avec l'électroportatif, c'est plus flexible. Voilà, donc j'espère que ces quelques critères de réflexion que je vous apporte vous permettront de vous faire votre propre avis, parce qu'après tout, c'est celui-là qui compte, pas le mien. Pour vous, en tout cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je trouve que les deux sont complémentaires, et j'utilise aussi bien l'électroportatif que la combinée, et même les outils à main d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, moi je vous conseille quand même d'investir dans une bonne rabot d'ego minimum. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prix du bois brut dans une scierie est beaucoup plus intéressant que le bois qu'on peut trouver à Vivey ou en grande surface de bricolage. Donc une rabot d'ego, si vous travaillez pas mal le bois, ça peut être très vite amorti. Si vous envisagez d'acheter une combinée d'occasion, donc prenez votre temps déjà. Des affaires, il y en a des bonnes comme des mauvaises, hein, c'est comme pour tout. Ne vous précipitez pas sur la première. Et donc appelez les gens, demandez-leur l'historique des machines,
Vous verrez déjà si les gens sont soigneux ou pas. Allez voir la machine, ça c'est impératif de toute façon, parce qu'il va falloir la ramener. Prévoyez la logistique, hein, d'ailleurs, hein, cette machine-là, elle fait 600 kg. Les choses à avoir, déjà, donc, les tables en fonte, c'est solide, mais la fonte, c'est cassant. Donc, demandez à faire tourner la machine, tous les postes de la machine, scie, toupie, rabot d'égo, rien doit vibrer. Cherchez les fissures dans la fonte, etc. Attention à la motorisation aussi. Ces machines-là, bien souvent, c'est du triphasé. Et le triphasé, ça se convertit au 220. Hein. Moi, celle-ci, à l'origine, elle est en 380 triphasé. Elle tourne maintenant avec un variateur. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais elle tourne avec un variateur sur du 220 mono, sans perte de puissance. C'est intéressant. Mais ce n'est pas faisable avec toutes les machines. Il faut pour ça des machines qui ont des moteurs triphasés 220-380. Il existe des machines puissantes qui sont en 380, je ne sais plus, 470 volts, enfin un truc comme ça, mais pas 220. Il faut que le moteur soit compatible à minima aux 220 triphasés. Donc, c'est pas compliqué, c'est marqué sur les moteurs. Regardez donc les plaques, il ne faut pas être électricien, hein, c'est pas la peine, mais c'est marqué 220-380 notamment. Donc voilà, faites-vous accompagner si vous n'y connaissez rien, par quelqu'un qui s'y connaît. Si vous connaissez personne qui s'y connaisse, cherchez dans la région, par exemple sur le site L'Air du Bois. Alors, le site L'Air du Bois, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, c'est un site qui est porté par Boris Bolland, un ébéniste autodidacte, très bon. Il a une chaîne super sympa, je vous la mets dans la description. Et L'Air du Bois, c'est un site collaboratif, un petit peu comme un forum, mais bienveillant, on va dire. De temps en temps, c'est pas toujours le cas pour les forums. Donc un site de boiseux, où on présente ses créations, etc. Et il y a notamment une carte sur laquelle on voit les membres, où sont situés les membres, moi j'en fais partie aussi. Et donc, si vous demandez, j'allais dire, à quelqu'un de vous accompagner, même si vous ne connaissez pas, je pense qu'il ne faudra pas demander à 36 personnes avant que quelqu'un accepte de vous aider à trouver la bonne machine. On voit notamment, il y a une catégorie questions dans le site, et souvent on voit, tiens, j'ai vu telle annonce sur Le Bon Coin, est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire? Et les gens ne sont pas avares de conseils en général. Voilà, donc ne vous précipitez pas et faites-vous accompagner. C'est un petit peu comme une voiture d'occasion, si vous voulez, c'est un petit peu un investissement, donc il ne faut pas se planter, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut présenter sur une combinée, en tout cas de base. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. Mettez-moi un petit commentaire, hein, que ça vous ait plu ou pas d'ailleurs. Moi, je lirai tous les commentaires, j'adore ça, c'est mon petit moteur, ça me motive bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et puis, abonnez-vous. Et si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour être notifié quand je poste des vidéos. Parce que moi, je ne suis pas le genre de youtubeur à vouloir faire de l'audience à fond. Je poste pas toutes les semaines, je poste quand la vidéo est prête et puis quand j'ai des choses à dire. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de bons visionnages futurs. Allez, à plus tard!